Il faut aller voir, il faut aller faire un tour. Eh bien, aujourd'hui, à Sidi Moumen, il n'y a pas un seul théâtre. Il n'y a pas une seule salle de cinéma. Il n'y a pas un seul lieu où on peut aller écouter de la musique, où on peut débattre, où on peut échanger. Et bien c'est ça sur quoi il faut agir, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Je rebondis pas rapidement par rapport à nos étudiants qui travaillent sur des projets qu'on appelle le ProLib. Je pense que l'année prochaine, aller vers Sidi Moumen. Je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Ce sera votre projet libre de l'année prochaine. Alors, et vous savez, non mais je vous vois réagir, mais elle a raison. Vous savez, Sidi Moumen, il faut aller voir. C'est pas un nid à kamikaze. C'est pas un endroit où vous allez vous faire agresser. C'est un endroit, et je le dis même aux jeunes filles qui sont là, c'est un endroit, parce que moi j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi, vous serez en sécurité à Sidi Moumen. Il faut enlever cette image que vous avez qui va avec la mystification de ce quartier. C'est un quartier probablement beaucoup moins dangereux que certains quartiers du centre-ville de Casablanca. Donc allez-y, allez parler aux jeunes de votre âge là-bas, allez écouter ce qu'ils ont à vous dire, c'est fondamental en termes de lien social. Moi j'ai emmené ma petite fille qui a 13 ans là-bas, et je vais laisser. On encourage aussi ça avec nos étudiants, des liens sociaux, très importants. Alors, moi j'aurais une dernière question avant de passer la parole à nos étudiants pour le débat. On parle du bidonville, comme quoi c'était, on va dire, la cause justement de la sortie de ces kamikazes. Mais dans votre ville, on voit que c'est à cause de la prison qu'il y a eu justement cette intégration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est un parcours assez classique, hein. Vous savez, les jeunes caïds, délinquants, voyous, qui font les 400 coups et puis qui à un moment donné ou à un autre sont arrêtés, sont mis en prison parce que la prison est un espace clos, fermé, et qui rencontrent là-bas des cellules terroristes qui les forment, qui leur lavent le cerveau, et quand ils sortent, eh ben, ils ressortent complètement différents, ils ressortent complètement embrigadés. Je dirais que malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun. D'accord, ben, je donne la parole aux étudiants. Je vais passer peut-être le micro. Mon dernier point, quand vous dites prison, après le passage vers le terrorisme, les kamikazes, est-ce que ça serait pas, on va dire, comment dirais-je, c'est pas une insulte, mais est-ce que ça serait pas une critique assez importante par rapport au gouvernement lui-même, qui est le ministère de la Justice, hein? Et la prison, normalement, elle doit éduquer, elle doit former des gens, elle doit sanctionner, mais elle ne doit pas, on va dire, produire des kamikazes et des... Oui, c'est facile de gouverner un pays. C'est pas simple. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, quand ils occuperont des postes à responsabilité, je le souhaite dans l'avenir, dans l'administration ou autre, vont s'en rendre compte. C'est difficile. C'est difficile de mener une politique publique qui soit cohérente dans tous les domaines. Bien sûr que ce n'est pas la fonction de la prison de produire des kamikazes. Et en même temps, quand vous voyez l'état des prisons, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, vous vous rendez compte que malheureusement le problème il est partout le même. L'État, l'administration pénitentiaire n'a jamais réussi véritablement à conjuguer l'équation enfermement pour punir, entre guillemets, le crime, quel qu'il soit, et en même temps, perspective d'avenir, reconversion, lien avec la sortie. Donc c'est pas simple. Et c'est vrai que au Maroc, moi je suis allé plusieurs fois visiter les prisons, j'ai organisé des projections de films dans les prisons, j'ai visité également des gens, des détenus en prison. C'est la plupart du temps lamentable. Mais malheureusement, on n'est pas une exception. On est dans la règle des pays qui ont du mal à gérer l'emprisonnement. Voilà, tout simplement. Alors, Sont si brillants que c'est un thème, je pense, un peu sympa.
Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Laurent Sarret. Vous avez parlé que l'État a transporté ces gens qui habitent au bidonville de Casablanca, ils ont porté vers le cimetière de l'Orphelin. Pensez-vous que l'État comme ça a résolu ce problème ou bien il a donné une renaissance à ce problème puisqu'il a écarté ces personnes du centre-ville et de Merci. C'est une question importante du relogement. Ouais. C'est vrai que la politique de l'habitat est fondamentale parce que moi j'ai connu des gens qui me disaient on préfère rester habité dans le bidonville où on est plutôt que d'être transplanté à 15 km de chez nous dans un quartier qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais souvent la solution, elle n'est pas forcément là où on l'attend le plus. J'ai vu des exemples, par exemple à Rio de Janeiro, au Brésil, qui d'ailleurs a un point commun avec Casablanca, c'est que c'est une des seules villes où les bidonvilles sont en hauteur, donc les pauvres habitent là-haut et les riches habitent en bas. En général, c'est plutôt l'inverse. Et bien ils se sont dit, au lieu de détruire ces bidonvilles, on va les reconvertir. C'est pas bête, parce que quand vous voyez bien, les gens qui habitent ces bidonvilles. Moi, j'ai vécu 6 mois dans un bidonville là-bas, là où on a tourné, tous les jours. C'est des gens qui viennent de la campagne, du monde rural, qui reproduisent dans le bidonville le mode de vie qui était le leur à la campagne. C'est-à-dire un habitat horizontal. Et qu'est-ce qui prime? La solidarité, les valeurs communes, le partage. Parce que s'il y a une pluie très forte qui tombe et que la baraque de notre voisin s'écroule, ben notre baraque elle s'écroule aussi. Donc il ne faut pas qu'elle s'écroule. Et si elle s'écroule, il faut l'aider à la reconstruire. Quand il n'y a plus d'eau sur la citerne chez moi, je vais prendre un tuyau et je vais prendre l'eau de la citerne de mon voisin. Et nous, on arrive, on rase tout ça, et à la place, on construit de l'habitation verticale, où les gens sont plus les uns à côté des autres, ils sont les uns au-dessus des autres. Et là, on rompt, on brise un lien social. Donc si l'État, pour répondre à votre question, n'est pas capable de recréer un lien social ailleurs, dans le cinéma, dans la culture, dans tout ce que j'ai cité tout à l'heure, et bien moi je dis qu'il vaut mieux ne pas casser ce premier lien social, laisser les gens là où ils sont, amener l'eau potable, amener les égouts, amener l'électricité, et créer de la vie et rendre ces habitations décentes, dignes, plutôt que de les déplacer à 20 km. Voilà. Mais je ne suis pas un responsable public, je ne peux que vous donner ma vision des choses. Vous êtes une personne très convaincue ces derniers temps avec le succès de votre film. Donc, par rapport à votre film, il y a un détail qui ne m'a pas vraiment échappé, c'est qu'on voit vers la fin du film, lorsque le kamikaze essaie de s'exploser, là, on voit pour la première fois dans le film une femme voilée. Donc, je voulais seulement vous demander si vous voulez dire par là qu'il y a une mouvance de l'intégrisme à travers cette femme. Voilà. Merci. En fait, vous parlez du moment où il quitte le bidonville, à la fin, hein? D'accord. Oui. C'est pas une femme voilée qu'on voit. C'est une femme avec une burqa qui est couverte de A à Z. C'est bien ça, celle qui est en noir. Oui. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est quelque chose que j'ai constaté en travaillant avec les sociologues, les politologues, avec qui m'ont accompagné dans la préparation de ce film. Fin des années 90, jusqu'au 16 mai 2003, il y a eu un désengagement de l'autorité de l'État dans ces quartiers. Et l'autorité de l'État a été remplacée par des milices. Des milices extrémistes qui obligeaient les femmes à se couvrir complètement, qui ont tué, je ne sais pas si vous savez vous rappeler de cet épisode, qui ont tué un ivrogne parce qu'il avait bu de l'alcool, etc., etc. Donc qui punissaient, qui eux-mêmes faisaient la loi dans ces quartiers. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que l'État s'était désengagé. Évidemment, au lendemain du 16 mai 2003,
l'État a repris possession des quartiers et ces milices ont disparu. Donc oui, il y a eu progressivement une montée en puissance de cet islamisme radical dans ces quartiers. Mais juste ma question, elle porte un peu sur le titre qui me paraît très, surtout la traduction française, les chevaux de Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu à choisir ce titre? Bon, en arabe, je suis d'accord avec vous, ça passe, c'est ça. Mais en français, est-ce que vous n'avez pas trouvé d'autres alternatives ou d'autres titres qui puissent un peu traduire alors, les chevaux de Dieu, c'est la traduction de Yahya. Oui, je suis d'accord avec vous, je sais pas, oui, j'ai compris. Mais c'est juste la signification. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Ah d'accord, ben, c'est plutôt ça la question qu'il faut poser, parce que en général, quand on s'éloigne du titre dans la traduction, on nous dit « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas choisi le même titre ?» Là, j'ai choisi exactement le même titre parce que c'est une phrase que je n'ai pas inventée, qui existe. Alors, c'est une phrase qui date des premiers temps du djihad, donc du prophète. À l'époque, le premier djihad, c'est un hadith. Les hommes étaient réunis autour du prophète sur une place, et l'un d'entre eux, pour haranguer la foule et pour les inciter au djihad, leur a dit volez les chevaux de Dieu, et à vous les portes du paradis s'ouvriront. Ya khaylallah al-kabi ou bijinati al-shayh. Voilà, il a dit cette phrase qui m'a interpellé. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement. Moi, je la trouve ambivalente. D'abord, elle est terriblement guerrière par son sens profond, parce qu'on incite au djihad, mais en même temps, elle est très belle, elle est très poétique. Et c'est ce paradoxe entre le côté guerrier et poétique qui m'a interpellé. Alors évidemment, c'est une phrase qui a été reprise par la suite par les djihadistes des temps modernes, les Ben Laden et compagnie, quand vous les entendez dans leur discours sur Al Jazeera, etc. Sauf que eux, ils l'ont détourné du sens original. Pardon? Ils l'ont détourné du sens positif. Voilà, tout à fait. Ils en ont fait quelque chose de négatif dans leur dialectique à eux. On a beaucoup entendu dire que ces personnes-là qui s'explosaient avaient des personnalités assez faibles et ils étaient rapidement influencés. Alors qu'on a plus tendance à penser que des gens qui vivent dans des quartiers assez difficiles ont beaucoup de caractère et s'affirment beaucoup. Comment vous pouvez expliquer que des personnes qui, d'extérieur, on voit qu'ils ont beaucoup de caractère, ont été influencées aussi facilement que ça? Quelqu'un va vous dire, au nom de telle ou telle cause, pour combattre les ennemis de l'islam, tu vas aller te faire sauter, toi tu vas mettre une bombe, tu vas aller te faire sauter en plein milieu d'un café et tuer 20 personnes. Vous allez le faire ou pas? Bon. Ben, je pense que si je pose la question à beaucoup d'entre vous, la plupart vont me dire non. C'est pas parce qu'on habite à Sidi Moumen qu'on a du caractère. C'est pas parce qu'on habite dans un bidonville qu'on a du caractère. Non. Il y a des gens comme tout le monde là-bas. Il y a des gens qui ont du caractère, des gens qui sont influençables. Et les jeunes kamikazes qui sont allés se faire sauter le 16 mai 2003 étaient malheureusement des jeunes sous influence, qui étaient faibles, qui étaient fragiles psychologiquement, en tout cas suffisamment fragiles pour qu'on arrive à les convaincre que c'était ça qu'il fallait faire. Après, je ne dis pas que ça a été simple, parce qu'eux aussi ils avaient peur. D'ailleurs on le voit dans le film, on le voit dans la réalité, il y en a deux d'entre eux qui n'y sont pas allés au final. Donc c'est pas des machines, c'est pas des robots, c'est des êtres humains. Ça a été du bourrage de crâne, ça a duré des mois et des mois avant d'arriver à les convaincre, pour les former, si vous voulez, dans leur tête. Mais si j'avais eu en face d'eux ces idéologues, qui d'ailleurs, entre parenthèses, eux n'y sont pas allés, ils ont envoyé des jeunes se faire tuer à leur place, mais si j'avais eu en face d'eux des gens solides mentalement, qui avaient une éducation, qui avait été à l'école suffisamment longtemps, qui avait des fondamentaux, qui a une famille qui joue son rôle, qui leur donne de l'amour, qui leur apprend à recevoir et à donner eux aussi de l'amour, qui leur donne un cadre, des règles, une discipline, ben tout ça, ce ne serait pas arrivé. Donc c'est là où ils vont chercher le point faible, chez eux.